Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la deuxième Cap Lab de la communauté mixte de recherche Cap Droit, intitulée « Prison et handicap. Quelle place pour les droits humains ?» Nous souhaitons avant tout commencer en ayant une pensée pour toutes les personnes incarcérées. Cette Cap Lab a été pensée et organisée par un comité d'organisation issu de la communauté mixte de recherche Cap Droit. La communauté mixte de recherche Cap Droit est issue de la démarche Cap Droit. Disons d'abord quelques mots pour présenter la démarche Cap Droit. Cap Droit est une démarche de recherche participative sur le handicap et les droits humains. Elle a commencé en 2015 par la rencontre que font des chercheurs et des chercheuses de l'article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Cet article 12 porte sur la capacité juridique universelle, le fait d'avoir le droit de manière inconditionnelle de décider et de faire des choix dans la vie quand on est majeur. Cap Droit est une démarche de recherche participative, une communauté épistémique basée sur du faire de la recherche avec. Cette recherche participative s'inscrit dans les valeurs des mouvements des personnes handicapées et des études sur le handicap, Disabilities Studies. Elle s'attache au principe du Nothing about us without us. Rien sur nous sans nous, ou ce qui est fait sur nous sans nous est contre nous. Issu des MAID Studies et du mouvement des droits sociaux et autour du rétablissement des années 70. Ces pratiques de recherche s'ancrent également sur la notion du handicap psychosocial de l'Organisation des Nations Unies, avec pour ligne de mire le respect des droits humains et visant une justice cognitive, sociale et épistémique. Alors, Cap Droit a obtenu un financement de l'Institut de recherche en santé publique et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie depuis 2021 pour construire, développer et animer une communauté mixte de recherche sur les droits humains et le handicap. La communauté mixte, qu'est-ce que c'est ? Une communauté, ça signifie que nous sommes un ensemble de collectifs et de personnes avec des intérêts en commun. Mixte, c'est dans le sens où nous sommes des personnes directement concernées par le handicap au sens large, des professionnels de l'accompagnement, ainsi que des chercheurs professionnels. Cette communauté mixte est structurée en plusieurs foyers locaux en France et un groupe international. La communauté mixte, ça sert à quoi ? Ça sert à accompagner, à faire entendre les idées, les expériences, les savoirs des personnes en situation de handicap, de précarité, de vulnérabilité dans l'exercice de leurs droits. Ça sert également à faire connaître les travaux des chercheurs et des professionnels qui travaillent sur l'exercice des droits humains et à promouvoir ceux de la communauté mixte. Et ça sert enfin à mettre en commun ces différentes connaissances pour les rendre visibles, pour créer de nouvelles connaissances, co-construire de nouveaux projets et transformer la société. Pour rendre vivante cette communauté, nous organisons des Cap Labs qui sont des laboratoires capacitants. Donc les Cap Labs sont des journées de rencontres, de partage, d'échanges scientifiques et citoyens sur des thématiques particulières sur lesquelles nous avons envie de travailler avec vous. Pour cette Cap Lab, nous avons choisi de travailler sur le handicap et les droits humains dans le contexte de la peine de prison. En tant que chercheur académique et psychologue dans une unité de soins en milieu carcéral, j'ai proposé cette thématique. Elle a ensuite été proposée aux membres du foyer lyonnais et plus largement aux membres de la communauté mixte. Cela a semblé être une évidence pour certains et certaines d'entre nous. D'autres se sont interrogés sur leur légitimité à organiser cette Cap Lab sur la prison en tant que non-spécialistes. Un comité d'organisation de la Cap Lab s'est créé. Nous profitons de cette introduction pour remercier toutes les personnes qui se sont investies dans ce travail, Céline Le Tailleur, Marie Kalevski, Romain Amaro, Dominique Cognier, Étienne Creusevaux, Swat Creusevaux, Christophe Dupont, Frédéric Deborne, Valérie Lemar,
Diana Zdraskova, Louis Trail, Sandrine Amar, Jamel Ben Ahmed, Benoît Hérault, Jean-Claude Teur, Aurélien, Jacques Lequien, Sophie De Spiegler, Pierre Grandenière, Laura Girardin, Amaury Castino, Isabelle Perrault-Ponté et Hélène Chiron. Le sujet nous animait, nous importait, nous mettait en mouvement et en réflexion. Il y avait quelque chose de stimulant et de nouveau dans cette thématique. Elle renouvelait les questions que nous posions habituellement dans la démarche Cap Droit. C'était également l'opportunité d'aborder un sujet très peu traité socialement et dans la recherche. On parle un peu de handicap, on parle rarement de la prison, alors du handicap en prison, et si on rajoute à ça le fait de parler des droits des détenus, encore moins. Nous croyons que c'est osé et courageux de parler des droits des détenus. C'est pour cette raison que nous avons choisi le documentaire « Ai-je le droit d'avoir des droits ?» sur le recours aux droits des détenus diffusé en fin de journée. Une dynamique s'est alors créée au sein du comité d'organisation pour approfondir le sujet. Nous nous sommes réunis un vendredi sur deux en visio depuis juillet 2022. On a ouvert la boîte et on s'est mis à explorer. Nous avons échangé sur la notion de handicap et sur la prison, et avons découvert qu'il n'y avait pas tant de recherche que ça sur le handicap dans le domaine carcéral. Ce n'était pas rendu visible. Il y avait une relative mise en silence de cette question, de l'impensé. Chacun d'entre nous a été invité à chercher des personnes dans ces réseaux qui pourraient répondre à nos interrogations et qui pourraient être pertinentes pour intervenir. Les échanges et rencontres avec les potentiels intervenants nous a permis d'enrichir nos connaissances et nos réflexions sur cette question. À chaque rencontre, nous découvrions des sujets à explorer. Nous avons écrit le texte argumentaire qui s'est tissé au fil de ces rencontres et de ces discussions. Lors de cette Cap Lab, nous s'étions donc interrogé l'accès aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap dans le contexte carcéral et dans le champ pénal. Comment penser le respect des droits des personnes handicapées en prison? Que savons-nous sur les handicaps et les vulnérabilités en prison? Quelles sont les différentes réalités que cela recouvre? Quels sont les aménagements et les accessibilités dans le milieu carcéral pour les personnes en situation de handicap? Qu'en est-il des problématiques de santé mentale en prison? Quels sont les liens entre psychiatrie et prison? Comment penser la problématique de l'irresponsabilité pénale au prisme du respect des droits humains? Quels sont les aménagements des peines hors les murs, avant et au cours de l'incarcération? Quelles sont les alternatives à l'incarcération? Qu'est-ce que le suivi intensif dans le cadre des alternatives et des aménagements termes? Donc ces questions, elles seront déployées et mises en dialogue durant les 4 causeries qui ponctueront ces 2 jours de Cap Lab. La première causerie portera sur l'accès aux soins et les handicaps en prison et visera à rendre visible la diversité des réalités carcérales. La deuxième sera sur les accessibilités, les aménagements des lieux de détention pour les personnes en situation de handicap. Et la troisième, mercredi, traitera de la santé mentale et des handicaps psychosociaux en prison, abordant les enjeux de la capacité juridique et de la responsabilité pénale. Et enfin, nous terminerons sur les alternatives à l'incarcération et aux aménagements de peine. C'est bon ? Oui. Cherchant à construire une herméneutique commune, à penser la confluence des mouvements, le commun et le spécifique de chaque instantiation pour sortir des luttes de pouvoir et d'adversité, nous voulons simplement vous remercier pour votre présence ici et à distance. Nous espérons que les échanges seront riches et fructueux et qu'ils viendront nous questionner sur le contrôle des corps, les systèmes de régulation sociale, le sens de la peine, pour nous changer, nous apprendre à lire le monde différemment et nous donner envie d'agir, de faire ensemble pour les droits humains. Nous laissons donc la place et invitons Christian Estlon, directeur, je ne sais pas ce qu'on dit. Comme ça, c'est bien. Très bien, directeur Merci. de l'école des psychologues praticiens à introduire. Merci beaucoup. Bravo. Arnaud, jusqu'à combien de temps me laissez-vous? On a pris un peu de retard.
retard. Oui. Alors, bon, Le moins 45. possible. 45, oui, ça devrait aller au plus tard. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue. Je suis heureux d'introduire ce ou cette CapLab, ce laboratoire capacitant, cette capacité de laboratoire ensemble, je ne sais quoi. En tout cas, je suis vraiment heureux d'introduire ces 2 journées. Je félicite et je remercie mon collègue Arnaud Béal pour toute l'organisation. Et l'école de psychologues praticiens peut s'enorgueillir de votre présence parmi nous. Cela dit, j'ai prévu de faire autre chose qu'un simple mot convenu de bienvenue et de vous faire part de quelques réflexions, de quelques pensées, de quelques recherches, de quelques travaux autour de la thématique qui est la vôtre, handicap, prison et droit. Je suis Christian Elon, alors on peut dire Eslon aussi, c'était très bien, je confirme. Je suis professeur en psychologie, je travaille sur la psychologie des âges de la vie adulte. Je m'intéresse aux questions de remaniements identitaires au fil de l'âge. Je suis chercheur permanent dans un laboratoire parisien qui est le Centre de recherche sur le travail et le développement, mais rassurez-vous, je ne suis pas vraiment parisien, car je viens de la Brume angevine, de l'autre bout de la France. Cette préoccupation autour des âges de la vie adulte m'est venue du fait de mon début de carrière. Entrez, bienvenue. Rebonjour, de mon début de carrière en tant que psychologue, il y a déjà quelques décennies, où je m'occupais d'une part de personnes en situation de handicap mental, d'autre part de personnes très âgées, rendues invalides ou rendues handicapées par leur vieillesse et leur grand âge. Et puis, par les hasards de la carrière, je me suis aussi occupé d'adultes en situation de reconversion professionnelle. Et j'ai participé dans ma région natale, les Pays de la Loire, à une prémisse de ce qu'on appelle maintenant, depuis une vingtaine d'années, Cap Emploi. Et puis je me suis orienté vers la recherche, etc. Et en m'orientant vers la recherche, je me suis dit, mais qu'y a-t-il de commun entre tout ce que je fais dans ces différentes pratiques un peu disséminées, un peu éclatées, le handicap, la gérontologie, le questionnement sur la reconversion professionnelle, le handicap dans le cadre de l'emploi. Et je me suis dit, mais ce sont les âges de la vie, au sens où la question centrale de mes recherches, c'était celle de la maturité. Quand est-ce qu'on devient adulte, quand est-ce qu'on acquiert une maturité? Et le handicap, la vieillesse, l'enfermement, puisque c'est le mot aujourd'hui, ne sont-ils pas l'une des formes d'immaturité sociale, qui ne signifie pas l'immaturité psychique ou physiologique, mais qui signifie la mise à l'écart, l'exclusion, l'enfermement, etc. Je salue ce CapLab pour 2 raisons très, très importantes. La première, c'est que je trouve... je ne suis pas assez audible. Si, c'est bon. C'est bon. Ouais, bonjour à ceux qui sont en ligne et mes excuses si vous m'avez mal entendu. L'importance que j'accorde à ce CapLab, donc, c'est non seulement vous accueillir institutionnellement, mais je voudrais vous accueillir, alors il a été question d'herméneutique, d'épistémique, je voudrais vous accueillir d'un point de vue heuristique, c'est-à-dire du point de vue du cheminement que vous allez parcourir ensemble, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que c'est fondamental aujourd'hui, et ça aurait dû l'être depuis très longtemps, de faire de la science participative, comme vous l'avez dit. La deuxième, c'est très important aujourd'hui et ça aurait dû également l'être depuis longtemps, c'est nécessaire de faire leur place au savoir d'usage, au savoir d'expérience, et pas seulement au savoir savant. Et donc c'est dans l'articulation de la science et de la participation et de la citoyenneté, dans l'articulation du savoir d'expérience au savoir savant, que se construise, me semble-t-il, l'utilité de la science, de la recherche. Et c'est un sujet sensible pour moi, parce que depuis quelques décennies que je m'occupe un peu de réflexion, de recherche en psychologie, je déplore avec Max Weber, qui le déplorait déjà il y a plus de 100 ans, que le savant et le politique ont bien du mal à dialoguer, et que le savant scientifique ou le savant d'expérience sont souvent pas écoutés par les politiques. Alors j'ai prévu 3 points pour tenir dans le temps qui vous est imparti.
Mais avant de développer ces 3 points, je vous dois quelques excuses. Je souhaitais participer, peut-être pas dans la totalité, mais m'intéresser de près à vos travaux pendant ces 2 journées. Je souhaite continuer d'être un professeur et un enseignant et un chercheur en psychologie, d'être si possible un psychologue, mais je suis aussi directeur et les responsabilités institutionnelles. On retrouve Max Weber, le savoir politique, éthique de conviction, éthique de responsabilité. Mes responsabilités institutionnelles m'obligent à repartir à Paris avant de revenir à Lyon demain, donc je vais m'absenter dès la fin de matinée. C'est compliqué d'une part par la neige, d'autre part par les risques sociaux sur la voie ferrée. Et puis enfin, demain, nous fêterons, avec Arnaud qui aura fini ce CapLab, le quart de siècle d'existence de l'école de psychologue praticien à Lyon, puisqu'elle est basée à Paris depuis 70 ans et à Lyon depuis 25. Donc je vous présente toutes mes excuses de n'être pas plus longuement parmi vous, pas autant que j'aurais aimé l'être. Les 3 points que j'ai prévu de développer sont les suivants. Un point autour de la notion de handicap, 5 minutes. Un point autour de l'enfermement, 3-4 minutes. Et un point autour de ce que j'appellerais, alors c'est pas une formulation tout à fait arrêtée, c'est une formulation à repenser ensemble, ce que j'appellerais l'éthique de l'affranchissement. Handicap, enfermement et éthique de l'affranchissement. Sur le handicap, je voulais vous rappeler quelques points de repère qui devraient nous permettre de penser la suite de mon propos et surtout, je l'espère, la suite de vos travaux et donc ce que vous appelez des causeries, ce que je trouve très élégant ce terme, et puis à la fois modeste et très juste, parce que c'est dans le dialogue que l'on fabrique de la pensée et de l'action, c'est l'agir communicationnel de Habermas. Alors dans le handicap, je voulais vous rappeler quelques points de repère, notamment un premier qui est aujourd'hui assez largement oublié, c'est que nous devons à Simone Veil, alors pas la philosophe mais la ministre, 2 grandes lois. L'une est très connue sur l'interruption volontaire de grossesse, l'autre est beaucoup moins connue et c'est symptomatique de ce que vous avez dit, de l'ignorance du handicap, de ce que tu as souligné Arnaud, le peu de travaux de recherche sur cette thématique, etc. L'autre grande loi, c'est la loi d'orientation de 1975 en faveur des personnes handicapées. En fouillant dans mes archives un peu poussiéreuses, j'ai retrouvé un vieil article de Christine Phillips dans les cahiers du CTN-ERHI. CTN-ERHI, c'est le Centre technique national d'études et de recherche sur le handicap et les inadaptations. Et les mots sonnent bizarrement, inadaptation, etc. On est dans les années 70-80. Et ces cahiers du CTN-ERHI ont longtemps été le seul lieu de recherche sur les pratiques, ou de réflexion sur les pratiques autour du handicap, avec une figure de proue que j'ai beaucoup admirée, le docteur Elisabeth Zuckman, qui fut très importante dans cette question du handicap en France. Bref, en 1975, Simone Veil défend la loi d'orientation en faveur des personnes, non pas en situation de handicap, mais handicapées. Christine Phillips relève dans les débats parlementaires qui précèdent le dépôt du projet de loi que les députés se discutent, réfléchissent à l'usage du terme, lequel prendre, inadaptation, handicap, infirmité, invalidité. Alors j'ai pas le temps de tout développer, l'infirme c'est celui, infirma, qui n'a pas de signature, donc celui dont la signature ne vaut pas, celui qui n'est pas un citoyen. L'invalide, invaléré, c'est celui soit qui ne va pas physiquement au sens propre, qui ne peut marcher, soit qui ne vaut pas. Valéré, c'est le double sens, celui qui est donc rayé de la sphère sociale. Bref, il y a des tas de débats passionnants. Et finalement, les députés s'organisent et s'entendent pour retenir le mot handicap. Vous connaissez l'étymologie, handicap, désavantage, etc. Au titre que c'est une notion suffisamment floue pour permettre le plus grand nombre de bénéficiaires. Vous voyez, on est dans les années 75. Il ne s'agit pas de réduire l'accès au droit, il s'agit au contraire de le réserver au plus grand nombre possible de personnes. Et c'est comme ça que le mot handicap se généralise dans la langue française et dans les pratiques francophones. Et 30 ans après, c'est la loi accessibilité, vous savez, sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté. Le temps nous manque, et puis vous connaissez sûrement ça, pour relire toute l'histoire des classifications de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'étendent en gros sur ces 30 ans, c'est plutôt 80-2010 que 75-2005.
c'est-à-dire la classification internationale des handicaps d'abord, et puis la classification internationale du fonctionnement ensuite, avec ce grand progrès de la distinction qui est faite entre la déficience, l'incapacité et le désavantage, et puis le deuxième grand progrès avec la notion de fonctionnement, la notion de situation de handicap sur laquelle je terminerai. Je voudrais souligner que l'histoire, alors je vous invite à relire Corps infirme et société par exemple de Henri-Jacques Sticker, qui a publié une vingtaine d'ouvrages sur ces questions. Henri-Jacques Sticker fait l'histoire du handicap, des handicaps, de l'infirmité, etc. en France et en Europe, mais beaucoup en France. Et il note avec d'autres auteurs que c'est la première fois dans les années 80-90, la loi sur les classes intégrées, 87 me semble-t-il, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une humanité éclairée, démocratique, pour tout dire occidentale, se préoccupe d'intégrer, d'insérer, d'inclure, vous voyez les trois mots, intégration, insertion, inclusion, les personnes en situation de handicap. Dans toute l'histoire de l'humanité, les personnes en situation de handicap font l'objet soit au pire du sacrifice, soit du grand enfermement, dépeint par Michel Foucault. Il y a là le fameux Surveiller, punir de Michel Foucault, derrière vous à la table de librairie. Les personnes en situation de handicap font l'objet de sacrifices, d'enfermement, de maltraitance, au pire, et puis au mieux de protection, jusqu'à ce que soit fait le pari de l'éducabilité à l'époque des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle, l'abbé de l'Épée, Braille, etc., etc., l'idée qu'on puisse éduquer. Mais l'idée qu'on puisse éduquer, c'est 150 ans avant l'idée qu'on puisse intégrer. Et donc, tout ça pour vous dire que si l'intégration, l'inclusion, l'insertion des personnes en situation de handicap est un projet sans cesse en cours, work in progress, c'est un grand progrès qui a déjà été effectué depuis un demi-siècle, même s'il en reste encore autant à accomplir dans le demi-siècle qui vient. J'aime aussi rappeler le grand texte de Erving Goffman, que vous connaissez sûrement, Stigmate, usages sociaux du handicap, une sociologie très fine du stigmate, dont je retiendrai qu'une seule chose, et c'est tellement partiel que j'en ai presque honte, mais pas tout à fait quand même. C'est tellement partiel que je vous invite à lire son ouvrage. L'idée du stigmate, c'est la réduction d'un être à l'une de ses facettes identitaires, c'est l'assimilation de la personne en situation de handicap à sa situation de handicap, sans prendre en compte ses autres dimensions identitaires, ses autres facteurs identifiants. J'en viens à mon deuxième point sur la question de l'enfermement. Je dois vous confesser que si ce thème handicap et prison est très original, effectivement, je ne suis pas spécialiste du tout de la question de la prison, donc je me fierai à vos travaux, à vos expériences, à vos réflexions. Simplement, je voulais rappeler avec Michel Foucault, encore une fois, non seulement le Surveiller et punir, mais sa naissance de la folie à l'âge classique, avec ce qu'il retrace de la période du grand enfermement vers les XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire la constitution, depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire la constitution de la nef des fous et une exclusion enfermante de toutes les personnes que nous appellerions aujourd'hui en situation de handicap. Alors handicap mental, handicap physique, handicap sensoriel, les trois catégories princeps retenues par l'Organisation mondiale de la santé, mais également le handicap psychique qu'on a inventé, qu'on a constitué un peu contre la psychiatrie, il faut bien le dire, dans les années 80, 90, 2000, et aussi le handicap social qu'on a également inventé, constitué, fabriqué socialement, depuis les années 90-2000 également. Vous voyez, on a 5 grandes catégories qui nous vérifient l'extensibilité de la notion d'extension remarquée par les députés dans les années 75 avec la deuxième loi Veil sur les personnes en situation de handicap. Le handicap mental, physique, sensoriel, mais aussi psychique et social, une sorte d'assimilation et d'agrandissement de la catégorisation qui constitue, comme toute catégorisation, un enfermement en tant que tel. À force de dire que je n'ai pas le temps, je vais quand même avoir le temps de développer des choses à la fin, mais je voulais simplement là indiquer que le handicap est, sinon un enfermement, de moins une limitation, une entrave à la liberté,
et qu'il y a donc là une sorte de double entrave à la liberté quand on associe handicap et prison. Je m'en tiendrai là pour cette question. J'aurais aimé développer des choses autour du handicap enfermant, vraiment, notamment le plus enfermant qui soit, le fameux locked-in syndrome que vous connaissez peut-être, qui renvoie à cet enfermement intérieur qui est une prison sans doute bien pire, encore je ne sais pas s'il y a des échelles du pire ou du moins pire dans la matière. En tout cas, le locked-in syndrome comme prototype de l'enfermement en soi. J'en viens au troisième thème, et je pense que je vais être dans les temps pour que vous puissiez poursuivre par vos causeries. Troisième thème, l'éthique de l'affranchissement. La notion d'éthique, ça renvoie à un dilemme, et il me semble que ce que j'ai lu en tout cas de l'amorce de vos causeries, les textes préparatoires, l'argument de ces 2 jours de CapLab, il me semble que cet argument des 2 jours de votre CapLab croise un dilemme entre d'un côté la critique de l'enfermement et de l'autre le recours au droit, avec le présupposé, très légitime, que le droit pourrait rétablir de la justice sociale dans la question de l'enfermement. C'est un préjugé très, très louable et très vraisemblable, mais pas toujours exact, comme vous le savez, comme vous l'indiquez dans votre argumentaire, parce qu'il y a quand même un dilemme entre la question du droit et la question de l'affranchissement, de l'épanouissement, de la réalisation de soi, de toutes ces choses qui sont chères aux psychologues. Le droit, dans notre contexte contemporain de judiciarisation, alors il faut raconter toute une histoire du droit, je vais simplement citer quelques auteurs actuels. Le droit, dans le contexte contemporain de la judiciarisation croissante, me paraît entretenir une confusion entre les 3 catégories de ce que Axel Honneth a appelé la reconnaissance réciproque. Vous savez, selon lui, la reconnaissance, c'est la reconnaissance de ce que je suis, de ce que je vaux et de ce à quoi j'ai droit. Je cite Honneth, c'est un acte performatif de confirmation intersubjective par autrui. Vous voyez, la reconnaissance, c'est un passage par autrui. Des capacités, on retrouve le CapLab, et des qualités morales que se prêtent des individus, des sujets ou des groupes ancrés dans un monde social vécu. Donc je vous invite à lire Axel Honneth, qui ne parle pas spécialement du handicap, mais de la question du droit, en tant que facteur toujours nécessaire mais jamais suffisant de reconnaissance sociale, parce que le droit n'introduit pas ce dialogue de la reconnaissance réciproque ancré dans un monde social vécu. Le droit est donc le recours nécessaire mais pas tout à fait suffisant en matière d'enfermement. On le sait depuis la servitude volontaire de Étienne de la Boétie, à la fin des années 1500, au milieu des années 1500. Et puis plus récemment, dans les années 80-90, un auteur important, Pierre Legendre, publie L'amour du censeur. Et il explore notre équivoque, notre ambivalence inconsciente entre la punition et quelque part le désir de punition ou de sanction et le refus de la punition et de la sanction, en montrant comment dans l'histoire de la France, la double dynamique d'attraction et de répulsion vis-à-vis du droit est très particulièrement constitutive de notre rapport à la loi en général, du rapport francophone à la loi, enfin français à la loi. Et puis plus récemment, je vous invite à lire l'excellent ouvrage d'Alain Suppiot, juriste et mathématicien, qui s'appelle « La gouvernance par les nombres ». Je trouve que c'est un ouvrage très très important qui nous parle de cette quantification qui prédomine avec les statistiques elles-mêmes relayées par les machines informatiques, par l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc. et qui vient se substituer au droit ou qui vient éclairer, ce sont les sondages, ce sont les quantifications, ce sont les statistiques qui viennent maintenant orienter un certain nombre de textes de loi. C'est ce qu'il appelle la gouvernance par les nombres. On ne gouverne pas par principe, on gouverne en fonction de données, de data. Vous entendez ce mot un peu partout, la notion de data. Par rapport à tout cela, eh bien, l'équipe de recherche qui a été constituée il y a quelques années par mes prédécesseurs, puisque j'ai oublié de vous mentionner que je suis
tout récemment arrivé à l'école de psychologue praticien, j'en suis directeur depuis quelques mois seulement, et donc plein de choses ont été faites auparavant, dont la création d'une équipe de recherche à laquelle Arnaud Béal appartient, qui s'appelle VCR pour vulnérabilité, capacité, rétablissement. Et vous voyez que votre CapLab s'inscrit pleinement dans les perspectives, les axes de recherche de l'école de psychologue praticien à Lyon comme à Paris. Je vais finir par une petite remarque. Face à tout cela, la question de la critique de l'enfermement patine un peu devant ce que j'appelle l'éthique de l'affranchissement. Pourquoi ça patine un peu? Parce que le droit s'impose, et j'ai essayé de vous montrer ses paradoxes, notamment la gouvernance par le nombre. Et puis ça patine aussi parce que, en tant qu'humaniste, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'éducateur, que travailleurs sociaux, que soignants, que psychologues, nous avons très souvent recours à ce que j'appellerais l'éthique molle du care. Alors il y aurait beaucoup à dire, c'est un peu provocateur. J'ai lu Freud, j'essaie d'appliquer Rogers, je ne suis pas anti-care. C'est pour faire un petit jeu de mots pour vous réveiller, anti-care. Hein, okay. On peut aussi prendre de la distance par rapport au propos. Donc, mais c'est un peu mou le corps. Il y a la neutralité bienveillante de Freud, l'empathie de Rogers, tout récemment la résonance de Hartmut Rosa, vous savez peut-être cela, hein, l'auteur qui a travaillé sur la société de l'accélération. Le côté mou du care, qui a... Enfin bon, j'ai pas le temps de parler politique, donc je laisse de côté. Le côté un peu mou du care, c'est que ça passe par une sorte d'angélisation d'autrui, donc de soi. D'autrui, donc de soi. Or, quand on est en prison, eh bien, se pose la question non pas de l'angélisation, mais de la monstruosité, en tout cas dans certains cas. Et donc, dans quelle mesure on retrouve toute une grande histoire du handicap, déjà mise en avant par Goffman dans Stigmate, la question du monstre, hein, c'est-à-dire la personne que l'on montre pour sa difformité comme une bête de foire. Vous connaissez sans doute cette histoire-là. Le fabuleux film Freaks des années 1930 en parle très très bien. Alors, il y a une angélisation d'autrui, sauf à relire Paul Ricoeur, et puis tout récemment Claude Romano, donc Ricoeur c'est les années 90, Soi-même comme autrui, part d'altérité en soi, part d'identité de l'autre dans l'autre, et puis part de mystère en soi, part de non-dit, part de honte, part de culpabilité en soi, et puis par non pas d'angélisme, mais de diabolisme dans l'autre, etc. C'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît le care, si on veut que ce ne soit pas vous. Alors ça serait quoi une éthique de l'affranchissement qui se fonde sur cette question du care, au sens un peu de Winnicott. Alors c'est pas un mot que Winnicott emploie, le mot care, me semble-t-il, il faudrait peut-être relire en détail, mais il parle d'identification minimale et d'ajustement et de good enough, ça vous le savez, hein, il me semble que c'est assez proche. Alors m'inspirant de tout cela, je vous donnerai la définition de l'éthique de l'affranchissement, qui peut se mener même en prison et même en situation de handicap. C'est n'intervenir que pour compenser l'incapacité dans laquelle quelqu'un se trouve de garantir par lui-même sa liberté, sa dignité, son intégrité, son intimité et sa sécurité. N'intervenir que pour compenser l'incapacité dans laquelle une personne se trouve, de garantir par elle-même sa liberté, son intégrité, sa dignité, son intimité et sa sécurité. Je vous remercie et je vous souhaite 2 belles journées de travail. Merci.